Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio, 25 décembre, jour de Noël. Oui, il y en a qui bossent. Il est midi, et c'est une France dans tous ses états un peu particulière, puisque c'est la France dans tous ses états alimentaires, sensoriels. Vous avez compris, c'est une émission de gourmandise que je partage avec mon collègue, confrère, ami et complice, Vincent Ferniaud. Alors profitez-en parce que vous nous aurez pas souvent tous les deux à l'entendre en même temps. C'est en soi un événement politique et on va essayer à la fois de vous régaler, de vous faire rêver, de vous conseiller, de vous orienter, de faire en sorte que les fêtes de Noël sont passées aujourd'hui, mais vous avez encore une semaine avec le réveillon du jour de l'an, et là ne vous ratez pas, et avec les éléments et les informations qu'on va vous donner, vous risquez peut-être de passer la plus belle fin d'année de votre existence, mais il y en aura d'autres derrière, je vous le promets. Cher Vincent, bonjour. Bonjour Perico, merci de me recevoir, c'est très camarade. Bien sûr, et j'espère la réciprocité que tu me recevras dans la tienne, si je suis digne, si je suis au niveau, parce que là j'ai encore beaucoup de progrès à faire en termes de cuisine et d'aliments. Cher Vincent, toi et moi allons aujourd'hui suggérer, on va donner des conseils de consommation. On va s'adresser à deux catégories d'auditeurs, des gens qui ont les moyens, puis des gens qui ont peut-être pas toujours les moyens, pour leur dire qu'il n'y a aucun problème. On peut se régaler si on cuisine. Tout à fait. Dire à ceux qui ont les moyens, attention, c'est pas pour autant que vous devez pas faire attention à votre choix. Sélectionnez les produits qui sont dignes de votre confiance. Et à ceux qui ont moins les moyens, en disant qu'il n'y a aucun problème, il y a aussi des moyens de se régaler, vraiment formidablement, sans se ruiner. Au contraire. Et notamment avec du végétal, des légumes. Et avec les légumes, végétal. c'est pas cher quand on les cuisine, qu'on n'achète pas de l'ultra transformé. Et si je peux me permettre, Perico, d'abord, joyeux Noël. C'est assez, je le dis de façon œcuménique. Joyeux Noël. Joyeux Noël au sens le plus large du terme. Le plus large, juste la paix dans le monde. Nous sommes le 25 décembre et puis on vous souhaitera une fin d'année. Vous savez, il ne faut pas la souhaiter avant, mais on vous dira un petit mot en partant. Avec Vincent va surtout se charger de vous donner les conseils culinaires, ce que vous pouvez faire chez vous. Pourquoi confier à des industriels ou à des artisans tout à fait respectables ce qu'ils font très bien, si vous pouvez le faire aussi à la maison, parce que non seulement c'est économique, mais en plus c'est du bonheur à préparer, c'est du bonheur à élaborer et à partager. Et puis ensuite on va faire un petit tour, j'allais dire, de l'inventaire traditionnel. On va aller du côté du littoral, les parcs à huîtres de Bretagne. On parlera volaille de Bresse évidemment, et on ira aussi dans le sud-ouest pour parler évidemment le foie gras, le canard et le saumon fumé. On a deux personnes formidables. Ce sont deux dames, parce qu'on est très féministe dans cette émission. Ah bah oui, en un premier temps, Caroline Madec, des Viviers de Pratarkoum, fille d'Yvon et d'Annie Madec, qui prend la transition depuis 3 générations dans cet endroit merveilleux du Finistère sur les Abers. Et puis un peu plus tard, on rejoindra Pauline Bartouille, fille de Jacques Bartouille et sœur de Guillemette Bartouille, qui aussi perpétue la tradition du foie gras de Gascogne sur les bords des Gaves réunis à Peyrerade. Voilà. Vincent, si on commence par les huîtres, rituel traditionnel, je pense que c'est inévitable. On peut faire de la crevette si on veut, bien sûr, mais l'huître, ça reste quelque chose de sacré. Pourquoi est-ce que c'est important le jour de Noël, l'huître? Pour une raison simple. D'abord, c'est un produit qui est bon pour la santé. Voilà, c'est un produit reconstituant qui n'est pas gras, qui est bourré d'oligo-éléments, on s'en doute, et du sel notamment, et qui est un produit reconstituant. Le lendemain de réveillon de Noël, où parfois on a fait un peu gras, mais c'est normal, on aime ça, et ben l'huître c'est bien. Ça réveille, c'est un bon truc de se remettre de la bonne santé, de manger à la mer. J'allais dire, c'est l'aliment gourmand parfait, pas trop de calories, un petit peu quand même. Des vertus alimentaires quasiment médicinales. Il faut qu'elle soit fraîche, évidemment, et en pleine forme. De toute façon, tout aliment pourri, à part certains fromages très affinés, c'est pas souhaitable. Nous sommes d'accord. Et en toute prudence, on peut en abuser un petit peu sans être trop malade. Quand je dis abuser, c'est passer de 24 éventuellement. On peut aller jusqu'à la fameuse grosse, 12 douzaines. 12 douzaines, 144. C'est ce que Balzac prenait ça à son déjeuner. On voit le physique de Balzac, on a compris. Alors, l'huître française, bien entendu. Alors, on connaît les noms de
terroir. Arcachon, la Bretagne, Cancale, en Normandie, merveilleux parc à huîtres aussi. Il peut y avoir dans le Cotentin. Et là, nous allons... Les étangs aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Et la Méditerranée, bien sûr. Les étangs de Diane en Corse aussi. Les bouzigues. Les bouzigues de Sète. Et là, nous allons aller en Bretagne. Alors, en Bretagne, on a les deux variétés. Donc, la Crassostrea gigas. À ne pas confondre avec la Crassostrea angulata qui a disparu, qui était la portugaise. Crassostrea gigas qui est la creuse. Absolument. Quand je te dis que tu as les portugaises ensablées, c'est bien à ça que tu fais allusion. C'est bien ça dont il s'agit. Et la fameuse huître plate qui est aussi dans la rivière Belon, mais également dans les abers que l'on va découvrir, qui est l'Ostrea edulis. Edulis comme le cèpe de Bordeaux. Comme le cèpe de Bordeaux, voilà. Nous devons être en ligne, alors très très loin dans le Finistère, on passe par un satellite, je crois, pour y aller. Nous sommes à l'Anilis, commune de l'Anilis, et le lieu-dit s'appelle Prat Arcum, qui est, qu'est-ce qu'on peut dire, le Vatican. C'est pas du français, ça, hein? C'est du breton, c'est du celte pur. Nous sommes en pays de Léon, et on est avec une Léonarde de mère en fille depuis 5 générations. Caroline Madec, est-ce que vous nous entendez? Bonjour les rois mages, je vous entends très bien. Il en manque un, alors. Mais c'est un peu ça. Bonjour Caroline. Caroline Madec, la culture de l'huître, la philosophie des saveurs de l'océan, c'est une tradition chez la famille Madec depuis 1898, si ma mémoire est bonne. Alain, votre grand-père, a passé le relais à Yvon, votre papa, qui est toujours en très bonne forme et qui veille au grain. Ouais. Mais c'est vous là qui avez pris le timon du navire. Comment c'est pour une jeune femme de votre âge, parce que vous êtes jeune, de prendre les commandes d'une aussi belle entreprise qui veut les viviers de Prat Arcum, avec des parcs, des kilomètres de parcs, et puis des viviers avec des homards, des tourteaux. C'est un monde merveilleux. C'est Carole au Pays des Merveilles. C'est une façon de voir les choses, c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi une forme de devoir, et je suis ravie de prendre la barre. Bon. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le terroir de ces abers qui sont en fait des petits fjords du bout du Finistère, avec des marées importantes. Et c'est évidemment ce mouvement de l'eau qui va faire la chair de l'huître et sa qualité, Caroline. C'est tout à fait ça. Les abers sont des fjords qui ont été créés par la fonte des glaces et qui sont des formes de bras qui viennent s'encastrer dans le continent. Et c'est un lieu magique d'échange entre l'eau des rivières qui s'écoule de l'amont et l'eau de la Manche qui va et vient avec les marées en se chargeant de toute l'iode et la vivacité des forêts d'algues que nous avons en estuaire de la rivière. Les abers bretons, qui sont l'équivalent des rias en Galice, au nord de l'Espagne, ce sont des fractures géologiques qui rentrent dans le sol. La mer, alors il y a un peu d'eau douce, et la mer, il monte pendant les grandes marées. Et là, vous êtes sur les territoires des abers, donc l'abers vrac, où il y a de fortes tempêtes, vrac qui veut dire démoniaque, et l'abers béniguette, et non pas l'abers benoît, mais l'abers béni, où l'on venait se réfugier pendant les grandes tempêtes. À l'abers vrac, tu vois ta mort, alors que dans l'abers benoît, on venait se réfugier. C'est marrant parce que je me disais, après notre réveillon d'hier soir, on est nous un peu en vrac. On est un justement, peu en vrac. L'abers benoît, Prat Arcum, messieurs l'abers benoît, la maison mère, les viviers. C'est quoi la spécificité? Il y a un sol avec des oligo-éléments, Caroline Madec, et puis un mouvement des eaux qui font que les huîtres peuvent se nourrir justement de façon absolument spéciale. Alors, une huître, quand elle est sous l'eau, c'est une mini-pompe, elle est entrouverte et elle va pomper et filtrer jusque 10 litres d'eau à l'heure. Ouais, c'est fou, hein. Donc, l'importance de la qualité de l'eau. Et ici, dans les abers, la typicité, c'est que tout le fond de l'abers, toutes les sinuosités, c'est bordé de feuillus qui, à l'automne, ont perdu leurs feuilles. Donc, toutes les feuilles vont tomber sur le sol des parcs et puis elles vont se décomposer tout en infusant dans l'eau. Et je pense elles boivent du thé alors? C'est de la tisane qu'elles boivent, c'est pas de l'eau de mer. C'est une tisane celtique. C'est une tisane celtique. Et je pense que l'infusion de ces feuilles et leur décomposition est déterminante dans la singularité du goût et de la signature des huîtres de Prat Arcum. C'est ce qui donne cette saveur unique, parce qu'on dit toujours saveur noisette, c'est un terme courant pour toutes les huîtres qui ont un petit peu de personnalité, mais les huîtres de Prat Arcum, non seulement il y a le goût du large, il y a le goût de l'iode, il y a les goûts de cet armorique, de cette péninsule qui rentre dans l'océan, et il y a ces oligo-éléments de l'argoate, de l'intérieur de la terre bretonne, qui donnent aux huîtres cette saveur inoubliable. Cette douceur.
Vincent, vous les avez goûtés, les huîtres de Pratarkoum? Moi j'aime beaucoup Pratarkoum. D'abord, c'est le royaume de l'huître creuse, hein, alors que l'huître plate, c'est plutôt le Morbihan, enfin le sud de la Bretagne. Là, on est vraiment le bout du nord de la Bretagne. Oui. Et elle a ce caractère qui est très important dans l'huître. Je ne sais pas si on s'en rend compte, parce que souvent on l'avale sans trop la mâcher. Une huître, ça se mâche, et on découvre que le manteau va être extrêmement salin, évidemment, iodé, avec des arômes marins, alors que le muscle, le pied, hein, qui sert à fermer la coquille, il est sucré, un peu comme une langoustine. Et on y mâche et il est croquant. Alors, vous dites qu'il y a l'huître creuse, mais Caroline Madec, il y a aussi des plates, il y a de l'Austria et du Lys aussi. Tout à fait, puisque nous, on pratique le captage naturel du naissain d'huîtres. Chaque été, donc en fond de rade de Brest, on immerge des collecteurs sur lesquels... Entre les sous-marins, c'est ça ? Non, les sous-marins, ils sont en mer. Ils sont pas dans le fond de la rivière. Dans le fond de la rade, c'est la quiétude. Caroline Madec, qu'est-ce que vous avez comme calibre d'huître aujourd'hui, là? Si je veux passer une commande, sur les creuses, je peux aller quoi? Sur des numéros 4, des numéros 3? Déjà, vous aurez de la fine et de la spéciale, donc des taux de chair qui vont être différenciés, suivant que les huîtres sont élevées dans des endroits très calmes et posés dans les fonds d'abers. On aura de la qualité spéciale, donc très charnue et douce, comme le décrivait Vincent à l'instant. Ça, c'est le glycogène qu'accumulent les huîtres. Bien sûr. La fine, elle va être élevée plus en estuaire, sur des parcs brassés, elle va être plus vive et iodée. Et ensuite, on aura de la plate, et après, on a de toutes les tailles, de la numéro 4 au 000 pour les plates, les plus grosses. Le 4, c'est la plus petite. Voilà. Et la 3, c'est la moyenne. Voilà, donc 1, 0. Plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Et 000, c'est assez imposant. Hein. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui ont peur des huîtres, hein, et souvent quand on est petit, gamin, jeune, on a du mal à se mettre à l'huître, se dire je vais pas me mettre un produit vivant dans la bouche. Eh bien, on peut les cuire, on peut les préparer, les huîtres. Bien sûr, les huîtres alors, creuses, c'est un peu dommage, hein, les creuses, mais il y a des très belles recettes. Je vais en donner deux simples. Hein. Simplement, juste avec un beurre d'escargot, beurre, ail, persil, et on les fait gratiner, ou alors avec un petit fumet de coquillage, là encore, passé. On peut les cuire à la coque également, exactement comme des œufs. On va les mettre dans l'eau bouillante, elles vont s'ouvrir, et on aura en 1 minute et demie un coquillage croquant, mais pas cru. Et on peut y humecter ça avec une petite gorgée de muscadet, ou de chablis, ou de Sancerre. On n'a pas d'interdiction, enfin, légalement, on y a droit. Hein. Caroline Madec, est-ce que je peux avoir une idée de prix, par exemple 12 numéros 4 au départ de chez vous, elles sont à combien? Alors, au départ de chez nous, les petites huîtres plates numéro 4 vont être à 6,50 € la douzaine. Après, il faut évidemment rajouter le transport, c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Et si je passe sur la... les huîtres creuses, c'est 6 € la douzaine. La douzaine. Et alors, si je monte en plus gros, numéro 1 par exemple. Alors, en huître plate, la douzaine au départ de chez nous est à 14 €. Oui. Et pour les huîtres de grosse taille, on va être autour de 8,50 € la douzaine. Écoutez, c'est quand même accessible. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on va sur Internet? Vous avez de la vente en ligne? Bien sûr, on envoie toute l'année sur Internet, donc sur le site www.prat-ar-koum.fr. Oui. On peut aussi répondre parfaitement au téléphone aux gens qui n'utilisent pas Internet. Et donc, si on commande la veille avant midi, on peut être livré le lendemain, c'est ça? Le lendemain. On a le temps pour la Saint-Sylvestre, là. Oui. C'est cool. Ah oui, largement. Tout à fait. Si vous nous appelez demain, à partir du 26, en milieu de matinée, on pourra vous faire des départs en début de semaine pour livraison pour vos réveillons du 1er de l'an. Et puis on peut aussi vous rajouter les autres produits. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors en ce moment, c'est la saison de la coquille Saint-Jacques. On a la chance d'avoir les coquilles de la rade de Brest qui sont magnifiques et coraillées. Vous avez des praires. Et en crustacés, on va avoir du homard. Est-ce que vous avez du homard dans les viviers? Et est-ce qu'il y a de la langouste royale? La royale bretonne? Oui. Pour moi, ça c'est le... donc il en reste. Bon. Alors Perico, juste un mot pour dire, ceux qui pensent avoir mangé de la langouste dans les eaux chaudes tropicales ne savent pas ce qu'est la langouste. Voilà, c'est un mets certes onéreux, mais vraiment extraordinaire. Caroline Madec, merci d'avoir répondu à nos questions. On va demander à notre direction une délocalisation pour venir faire une émission en direct de Pratarkoum et partager sa merveille. Voilà, et on
on souhaite à tous nos auditrices et auditeurs de Sud Radio, s'ils veulent tenter l'expérience Pratarkoum, qui peuvent la faire en toute confiance. Merci, bonne fin d'année Caroline Madec, à très bientôt. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. La France dans tous ses états alimentaires et sensoriels, avec mon complice et ami Vincent Ferniaud, nous faisons, j'allais dire, un bilan gastronomique de cette fin d'année. Noël est passé puisqu'on est le jour de Noël, mais il reste encore une semaine et la Saint-Sylvestre. Donc avec Vincent, on va essayer de vous accompagner on va vous accompagner pour que vous soyez les bons choix. Vincent Ferniaud. Oui, Perico. Vincent Ferniaud. On a expliqué au début de l'émission qu'on pouvait acheter, mais on pouvait aussi élaborer à la maison. Alors, si je vous parle coquille Saint-Jacques, c'est pas une manière d'ostraciser les charcutiers traiteurs, les restaurateurs qui nous reçoivent. Au contraire. Mais si on achète pour la maison, on essaye de prendre des matières premières et de transformer soi-même, ça coûte moins cher. Déjà, c'est même incroyable la différence de prix quand la main-d'œuvre est fournie par la mère ou le père de famille, ou même les enfants qui peuvent mettre la main à la pâte parfois. Même pas de charge sociale, vous vous rendez compte? Même pas de charge sociale, exactement. Et puis surtout, ça permet de choisir ces matières premières. Le problème de l'ultra transformé, c'est que ça peut être bien fait, le transformé. Tout à fait. Avec des produits, on va dire, décents. Mais c'est pas souvent le cas. Il y a souvent beaucoup de choses planquées à l'intérieur des recettes qu'on nous sert pour que ça coûte moins cher. C'est marqué en tout petit, mais on n'a peut-être pas toujours le temps de lire la notice, avec des E machin et des E et des U trucs. Plus c'est petit, et évidemment, plus c'est louche. Vincent Ferniaud, si on reste, puisqu'on a eu Caroline Madec, on a eu donc l'univers ostréicole breton avec les huîtres du Pratarkoum, si on reste sur les saveurs iodées, pour la Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques... D'abord, la Saint-Jacques, c'est très facile de l'ouvrir et de la décoquiller soi-même. C'est vrai en plus. C'est insupportable de voir qu'on achète encore autant de coquilles surgelées alors qu'on a des terroirs comme la baie de Seine par exemple ou la Côte d'Émeraude en Bretagne. C'est quoi les variétés en Bretagne? Donc baie de Seine et puis Granville, c'est les mêmes variétés. Alors c'est la même animal, c'est le terroir c'est le miroir qui change. Exactement. Erquy, bien entendu, baie de Saint-Brieuc et puis la rade de Brest, et il y en a aussi bien sûr dans le Morbihan. Et il y en a un peu partout. Donc, moi, j'aime bien la baie de Seine. Pecten Maximus, la baie de Seine, elle est belle avec... bah oui, elle est corail ou pas corail? Ça dépend de la période de l'année. Alors, c'est vrai on trouve moins de corail en Bretagne qu'en Normandie. Mais très honnêtement, comme c'est l'organe sexué, le corail... Mâle et femelle réunis. Oui, il faut expliquer que la sexualité de la Saint-Jacques est particulière, elle se reproduit toute seule. Oui. Voilà. Et un coup elle est mâle, un coup elle est femelle. C'est un peu de l'onanisme. On va au-delà du transgenre. C'est le transgenre parfait. Oui, alors, est-ce que ça se cuisine? Alors, ça se cuisine, la Saint-Jacques. Alors, d'abord, on la décoquille soi-même. C'est simple. On passe un couteau sous la coquille plate. Le long de la coquille plate, comme pour si couper vous rasiez, le muscle. Bien rasé. Voilà, vous rasez, bien. Et ensuite, avec une cuillère un peu coupante, on va aller chercher la noix en retirant le petit cartilage. Toutes les barbes, on ne les jette pas. Elles vont rester. Elles vont rester, mais on ne les jette pas. On vire juste la poche noire, qui est un peu l'intestin de... Oui. Enfin voilà, grosso modo, là qu'il y a du sable et des trucs pas très super. C'est l'organe digestif. Mais en revanche, toutes les barbes qui sont autour, ça c'est les yeux. Elle a des centaines d'yeux, la coquille Saint-Jacques, parce qu'elle veut voir d'où les sales coups arrivent. Donc ça, on les récupère, on va faire un fumet de Saint-Jacques. Alors, je dis pas qu'on va s'en servir obligatoirement là, mais c'est super utile. On peut simplement le mettre dans un bocal de confiture vide dans son frigo et le garder un temps, parce que si on veut faire pocher des coquillages ou serait-ce les Saint-Jacques, c'est idéal. Ça fait un courbouillon, ça fait un fond de courbouillon, un petit fumet exceptionnel. Super. La barbe. Alors, ensuite, la coquille Saint-Jacques, elle est fragile, Vincent. Faut pas lui mettre 10 tonnes d'épices et 20 tonnes, et 20 tonnes de la crème et de la sauce, au contraire. Il y a un truc que je supporte pas dans la Saint-Jacques, qu'on voit trop souvent encore, mais c'est encore une mauvaise habitude, c'est le lard fumé. Le lard fumé avec la noix de Saint-Jacques. Ça tue, évidemment. Ça tue. On n'a plus rien, quoi. D'abord, la coquille, si elle est bien fraîche, qu'on l'a décoquillée soi-même, bien nettoyée, c'est divin en carpaccio. Elle bouge encore quelquefois un petit peu, voilà. Oui. Elle souffre pas, je rassure tout de suite tout le monde. Voilà. Oui. Mais quand on la coupe, c'est comme si ça faisait... On passe une vague irisée sur la surface de la noix, si on la coupe en deux, ça bouge comme si c'était une petite vaguelette. Alors Vincent, le grand secret, le temps et la méthode de cuisson, de grâce, donnez-moi la vérité, elle est toujours trop cuite, or c'est au millimètre près, c'est au quart de seconde près. Soit on la mange crue, quand on l'a eu super fraîche, et c'est merveilleux. Alors moi, ce que je fais par exemple pour la coquille crue, je la mets à la surface d'une crème de butternut ou de courge. Alors, je dis butternut, je devrais dire doux beurre,
en français. Tout beurre. Mais en tout cas, de courge. Une crème de courge, crème et courge mixées dans la crème. Peut-être éventuellement un tout petit peu de muscade ou un peu de safran ou même un trait de jus d'orange. Et dessus, on va poser la coquille crue sur la soupe chaude, sur la crème chaude. Entière ou en... Ah non, dans une noix, on fait 3 rondelles. 3 rondelles, 3 pour que ça tranches. soit fin, et ça suffit. On va dire Voilà. un carpaccio de Saint-Jacques, tout simplement. Voilà, sur une soupe chaude, en une crème chaude. Si je la veux nature, je la pose dans mon assiette. Avec quoi je peux, sans la violer, avec quoi je peux un peu de citron, un petit peu de... Nature. Ben oui, j'aime bien le mélange citron clémentine ou citron orange. Voilà. Parce que ça va adoucir. La Saint-Jacques, elle est sucrée, hein, la noix. Une pincée de sel, évidemment. Ah, évidemment. Un tout petit tour de quoi? De moulin, quoi. Poivre blanc. Poivre blanc. De façon à respecter. Ah oui, parce que en fait, le poivre noir, il faut comprendre le poivre. Le poivre blanc, c'est la graine. Oui. Le poivre noir, c'est la graine plus la baie qui a fermenté et qui a séché. Donc beaucoup plus puissant. Plus puissant, plus. Ça risque de masquer la coquille. Oui, c'est dommage. Bon. C'est dommage. Plus naturel, le mieux c'est. Maintenant, si on veut la snacker, parce que moi j'aime bien la réaction de Maillard. On la cuisine. Donc là, on la fait cuire. Alors une poêle extrêmement chaude, un tout petit peu de matière grasse. Parlons quand même de beurre. Laquelle? Alors, moi, je mettrais du beurre clarifié. En Bretagne et en Normandie, on a du beurre. Beurre demi-sel, évidemment. Ça va donner la bonne quantité de sel. Voilà, donc pas besoin de rajouter de sel si c'est cuit au beurre salé. Bien sûr. Et on la snack. Snacker, ça veut dire une poêle très chaude, et c'est vraiment... Allez, au maximum 10 secondes, 5 secondes de chaque côté. Elle va dorer, on est d'accord? C'est là où vous avez, de chaque côté. Elle va juste se colorer. Et elle sera ferme et croustillante au palais. Et nacrée au centre. Bon. Si je veux rajouter un petit beurre citronné éventuellement, mais c'est presque dommage, mais très légèrement. Bah oui, mais c'est merveilleux. Voilà. Alors, même un beurre blanc, voire même un beurre jaune, qui est un truc que je fais moi, qui est un beurre blanc à base de vin jaune. À base de vin jaune de Château-Chalon, dans le Jura. Oui, mais enfin, en tout cas, on peut rajouter... En tout cas, un petit beurre et citron, c'est pas mal. Hein. Si c'est un coup de muscadet ou un coup de Sancerre ou de Sauvignon... Oui, il faut le faire réduire, simplement. Il faut le faire réduire à l'avance. On le met à réduire de moitié dans une casserole, et on va monter comme un beurre blanc avec du beurre froid. Vincent, si on n'a pas le temps ou si on n'a pas le courage d'ouvrir ces Saint-Jacques, on peut trouver chez le poissonnier de la Saint-Jacques décortiquée fraîche. Il faut juste qu'on s'en assure. Oui, il faut savoir, il y a une différence entre celles qu'on achète et qui viennent parfois de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté même de l'Atlantique, hein, parce qu'il y a beaucoup de belles Saint-Jacques dans le nord-est des États-Unis, au Canada, hein, vers la Gaspésie, tout ça. Mais le problème, c'est qu'elles rendent l'euro au bout d'un moment. Si on ne les a pas décoquillées du jour, elles vont rendre l'euro et c'est dommage. Bon, au pire, le poissonnier vous le fait. Ben c'est ça, vous souvent lui laissez il un le peu de temps, décoquille lui-même. vous la commandez, et c'est quand même merveilleux quand on a une coquille Saint-Jacques fraîchement décoquillée. Poêlée juste snacker. Oh, c'est une merveille. Voilà, avec et un prix de revient tout à fait acceptable. Et puis pour les gosses, faut pas oublier que c'est comme le blanc de poulet, quoi. Il y a pas d'os, il y a pas d'arête, il y a rien. C'est que de la chair et c'est délicieux. Donc après les huîtres, si vous voulez rester sur des saveurs iodées, une petite coquille Saint-Jacques façon Vincent Ferniaud. Vous m'en direz des nouvelles avec modérément un petit verre de muscadet, de Sancerre alors ou doucement, de Chablis. Doucement. Le Sancerre, attention, hein, c'est du Sauvignon, c'est très aromatique, doucement. Faut le je choisir. préfère du chenin. Vous êtes sur Sud Radio, la France dans tous ses états alimentaires et sensoriels, avec Vincent Ferniaud et Perico Légas. On se retrouve pour continuer la suite de ce festin. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes le 25 décembre, jour de Noël, donc la France dans tous ses états, gourmands, sensoriels et culinaires, avec mon complice et ami Vincent Ferniaud. J'aurais même dit dans tous ses éclats, moi. Dans tous les éclats de voix, notamment. Et dans toutes ses gloires et dans toutes ses jouissances. Vincent, nous allons aborder le chapitre essentiel du foie gras. Nous allons pour cela nous rendre entre le Béarn, la Gascogne et le Pays Basque à Peyrehorade, dans la maison Bartouille qui est posée sur les bords des Gaves Réunies. La maison Bartouille, c'est l'emblème gastronomique du foie gras et du saumon fumé. Culture familiale ancienne, 3 générations, et Jacques Bartouille a transmis le relais et le savoir à ses 2 filles, Guillemette et Pauline. Et nous avons le bonheur d'avoir Pauline Bartouille en ligne. Bonjour Pauline.
Bonjour Perico. Bonjour Pauline. Je ne fais pas une description de votre maison, j'allais dire légendaire, qui est dans le cœur et sur les papilles de tous les connaisseurs du Sud-Ouest. Mais géographiquement, il faut dire qu'on peut pas être plus au sud des Landes. Hein. Là, on fait face au Pays Basque. Ah, parce qu'ensuite, si on franchit les Gaves réunis, on va aller soit en Béarn, soit en Pays Basque, mais les bartouilles sont partout chez eux. Ah bah oui. Et surtout chez les éleveurs de canards. On va parler de vos deux produits fétiches, Pauline. On va commencer par le foie gras. Il provient de canards qui sont élevés, j'allais dire, à l'ancienne, dans la tradition, par des éleveurs respectueux de l'animal. On est bien d'accord ? Oui, tout à fait. On cherche vraiment à prôner une agriculture paysanne de bon sens, c'est-à-dire élever peu de canards, les élever correctement, produire le maïs sur la ferme, les élever plus longtemps, voilà. D'avoir vraiment tous ces gestes pour, que l'agriculteur arrive à en vivre, parce que c'est quand même important, et que les canards soient élevés avec vraiment beaucoup de bien-être. Perico, il faut rappeler que la grippe aviaire, c'est pas fini, ça revient tout le temps en permanence, donc on passe entre les gouttes déjà. Oui, quand mais là, on aide les Français. Là, on a trouvé les élevages sont vaccinés, on peut considérer que le problème de la grippe aviaire est résolu, ce qui n'est pas le cas de la dermatose pour les bovins, mais pour les volailles, la grippe aviaire est derrière, puisque les vaccins sont efficaces. D'ailleurs, vous avez été touché, Pauline, à un moment donné, on se souvient, mais là, ça y est, vous êtes passé vous avez passé la situation. On sent le bec de l'eau. Voilà. Oui, tout à fait. Heureusement, en effet, le vaccin a été vraiment bénéfique. Et maintenant, en effet, le plus dur est derrière. Mais ça a été un moment difficile pour la profession. Alors, moi, je suis venu vérifier parce que quand j'ai goûté vos foie gras, je les ai trouvés excellents. Votre papa m'avait dit, mais venez me voir un jour, vous verrez comment sont élevés les canards. Je suis venu spécialement comme un journaliste qui fait son enquête. Vous m'avez amené, Pauline, chez des éleveurs. J'ai vu un gavage où il n'y a aucune maltraitance animale. Rien à voir avec les images de L214 pour lesquelles on a le plus grand respect. Là, j'ai vu des animaux qui ont été gavés, j'allais dire, à échelle tranquille, normale, par un agriculteur, par un éleveur qui fait ça avec méthode. On est bien d'accord ? Oui, tout à fait. On gave vraiment à l'ancienne. Les canards sont libres et l'éleveur se déplace vers les canards. Qu'est-ce que vous faites des canards une fois que vous les avez... Ils sont abattus chez vous ? Non, ils sont abattus dans un abattoir. Dans un abattoir. Vous récupérez donc les canards une fois qu'ils ont été abattus ? Exactement. Et c'est là entiers. Voilà. Ils sont entiers et nous, on a cette technique traditionnelle où on laisse le foie reposer une nuit à l'intérieur du canard. Ah. Ça, c'est très important pour le goût et la longueur en bouche du foie. Ah, ça veut dire qu'on éviscère à froid, alors. Exactement, exactement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça que nos foie gras sont puissants, longs en bouche, avec du sel et du poivre, et rien d'autre. Donc des canards qui ont été nourris avec du maïs, qui ont vécu en plein air, qui ont, j'allais dire, gambadé dans la nature, qui sont abattus proprement et qui sont ensuite transformés chez vous, parce que la maison Bartouille, ce n'est pas que du foie gras. Il y a différents types de foie, je crois, Bartouille. Pauline Bartouille, vous proposez différents types de foie. Oui. Oui, on fait tous les foies classiques, donc du mi-cuit, de la conserve. On a différentes façons de faire des mi-cuits. À Noël, on fait des cuissons sous vide, des cuissons au torchon, qui est une cuisson un peu traditionnelle justement des Landes, ce qui donne un peu de raffinement, on va dire, au goût du foie gras. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ensuite, il y a une gamme de plats préparés sur place qui peuvent aussi être servis en fin d'année. C'est un instant festif que vos plats préparés. Tout à fait. Et ils sont faits toujours avec autant de cœur, c'est-à-dire on fait des bouillons de maison à base de légumes frais, on met nos carcasses de canard et seulement ensuite on va cuire nos haricots, nos lentilles dans ces fonds, pour en révéler la saveur. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple ? Évidemment, il y a du cassoulet, je suppose, il y a de la garbure, il y a d'autres plats préparés ? On a nos confits de canard qui sont délicieux parce que maintenant on laisse maturer toute la viande de canard une semaine sur carcasse avant de la travailler. Donc ça va vraiment révéler les saveurs musquées du canard et amener de la tendreté. Donc sur le confit, c'est absolument délicieux. Voilà. Recette familiale ? Tout à fait. C'est votre grand-père, voire arrière-grand-père, qui déjà avait commencé à la méthode Bartouille. Exactement. Et la transmission est restée intacte. On fait tout pour. Après, bien sûr, on réévalue. Par exemple, nos saumons fumés, maintenant, ils sont moins salés qu'avant. On évolue quand même pour être au plus près de ce qui se consomme maintenant, mais avec nos valeurs. Alors, on y vient, parce que Vincent Ferniaud m'a dit tout à l'heure, si on va chez Bartouille, il est hors de question qu'on ne parle pas du saumon fumé, évidemment, qui est un des fleurons de votre production.
Tout à fait, tout à fait. Mon grand-père, dans les années 30, a eu l'audace, on va dire, de se dire qu'il avait fumé du saumon à Péroane, ce qui n'était pas gagné. Et il est parti apprendre au Danemark ces techniques ancestrales que l'on continue. Ça fait maintenant 70 ans qu'on reproduit ces gestes qu'on a appris où tout est fait à la main. Un saumon frais, un saumon fumé, il faut 8 jours chez nous pour arriver à un saumon fumé Bartouille. Et puis Perico, toi tu le sais bien, en France, il y a le saumon de l'Adour et les autres. Bien sûr. Grosso modo. Alors là, le saumon de l'Adour, il a un problème de raréfaction. Donc là, évidemment. parce que ça a été le fleuron de la maison Bartouille, le saumon sauvage de l'Adour en très petite quantité, saumon pêché par des petits pêcheurs professionnels. Là, pour l'instant, il y a un moratoire, je crois, Pauline Bartouille, pour des raisons de ressources. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un moratoire pendant 1 an, donc toute la pêche est suspendue durant 1 année. Mais vous avez quand même du saumon sauvage qui vient de Norvège et qui est tout à fait exceptionnel également. Oui. On a des accords avec des pêcheurs quand même dans les fjords au nord de la Norvège. Ils les pêchent et 4 jours après, ils sont chez nous. On travaille tous nos saumons en frais. Ça, c'est fabuleux à goûter. Alors, le saumon sauvage, c'est évidemment l'élite, j'allais dire, c'est la version de luxe du saumon, mais vous avez, depuis les fermes d'élevage norvégiennes ou écossaises, d'excellents saumons fumés qui n'ont rien à voir avec les saumons industriels que l'on voit élevés par centaines de milliers, j'allais dire, comme du poulet de batterie, qui est là, c'est une infamie, vendu dans les grandes surfaces. Et on nourri aux farines de poisson. Et c'est pour ça qu'on conseille on donnera d'autres conseils à nos auditeurs. Comment est fumé le saumon chez Bartouille? Je crois savoir qu'il y a un vieux fumoir qui est là, qui est tout à fait une antiquité quasiment. Oui, complètement. Quand mon grand-père est parti au Danemark, il est revenu avec les plantes des fumoirs dans les années 50 et depuis, on fume dans ces fumoirs. C'est de la brique de l'atoll, c'est des fumoirs qui ne sont pas électrifiés. Donc on travaille vraiment avec nos sens on vient, on touche, on regarde pour savoir quand est-ce que les saumons sont fumés. Ça dépend de la température extérieure, de l'humidité, voilà. Il y a pas mal de paramètres à faire pour que le résultat, lui, soit toujours le même. Pauline, quel bois? Quelle essence? On fume au bois d'aulne. Au bois d'aulne. Un bois blanc, quoi. Comme en Scandinavie. Voilà. Comme en Scandinavie. Oui, absolument. Exactement. Oui, d'ailleurs. Il amène de la douceur. Pauline nous parlait du saumon danois. Enfin, en tout cas, du voyage de son grand-père au Danemark. Il faut savoir que autour de l'île de Bornholm, on continue à faire des saumons qui sont tout à fait différents, ces saumons baltiques, de ceux qu'on peut trouver sur le côté atlantique. Parce qu'ils n'ont pas la même eau que l'Atlantique et surtout... parce qu'ils mangent du hareng. Et ils mangent du hareng, donc ils sont blancs. Et ils sont blancs. Alors que les autres saumons mangent du krill, donc ils sont orangés. Mais chez vous, la couleur des saumons est naturelle, n'est-ce pas, Pauline Bartouille? Complètement. Alors, nos saumons, il y a toutes les couleurs, en effet. Est-ce qu'on peut commander des produits Bartouille? Alors en plus, on est sur Sud Radio, vous êtes en plein dans le territoire. Tout à l'heure, on avait Caroline Madec qui est en Bretagne. On peut aussi écouter Sud Radio en Bretagne, bien entendu, mais vous êtes en plein. En DAB+, mais là vous êtes vraiment au cœur du territoire de Sud Radio à Peyrehorade. On peut commander en ligne ou non chez Bartouille? Oui, bien sûr. Vous pouvez commander en ligne, c'est livraison en 24 heures et en livraison en frais. Par exemple, pour le foie gras, si je veux commencer en début de gamme, qu'est-ce que je peux commander pour 4 personnes? Un foie mi-cuit? Le foie gras mi-cuit à ma façon, c'est une cuisson sous vide. Oui. Il fait à peu près 230 grammes et ça, c'est parfait. Et pour le saumon fumé, c'est en plaque également avec pré-tranché? Exactement. Vous avez soit des pré-tranchés qui font une vingtaine de tranches, soit vous pouvez acheter 2 ou 4 tranches. Bon, on commande en ligne, on est livré quoi, dans les 2-3 jours qui suivent? Exactement. Bon. Maximum. Donc, on peut faire son choix chez Bartouille, mon cher Vincent. On n'est que le 25 décembre. Pour la Saint-Sylvestre, il est encore temps. Encore, oui. Voilà. Il faut pas perdre de temps, hein. Et donc, on est d'accord qu'il vaut mieux un peu de foie gras Bartouille et un peu de saumon fumé Bartouille que beaucoup de foie gras et de saumon industriel achetés en grande surface où on n'est pas sûr d'avoir du vrai foie gras et pas sûr d'avoir du vrai saumon. Il y a quand même une différence essentielle entre le foie gras et le saumon. Très honnêtement, le foie gras, on peut le faire soi-même. Oui. Si on a acheté du beau foie gras. D'ailleurs, tu vas mais nous donner le saumon, faut pas rêver. Si, on peut faire du gravlax. Du gravlax, voilà. Par exemple, mais pas du saumon fumé. Ça, il faut vraiment un matériel et un savoir-faire qui est essentiel. On le laisse aux artisans professionnels dans la maison Bartouille et le fleuron le plus exemplaire. Merci Pauline Bartouille d'avoir été avec nous. On vous a pris votre précieux temps parce que même le jour de Noël, je sais qu'on travaille chez vous et on vous dit à très bientôt et bonne fin d'année. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes le jour de Noël 2025 et nous sommes avec surtout Vincent Ferniaud et moi-même Perico Légas pour vous donner des conseils de façon à ce que votre table de fin d'année soit exemplaire à des prix tout à fait acceptables
soit que vous ayez les moyens de vous acheter des belles choses, et là on vous donne un conseil d'achat avec des bonnes maisons, soit que vous ayez un revenu peut-être pas aussi puissant que d'autres, mais ça vous empêche pas de faire un très beau repas de réveillon, et en tout cas de transformer chez vous des produits de qualité. Vincent Ferniaud, si on veut faire du foie gras, est-ce qu'on peut le faire à la maison? Ah, bien sûr qu'on peut le faire à la maison, et comme je le dis souvent, ce qui coûte le plus cher en France avec les charges sociales, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Donc quand on fait soi-même, la matière première, et c'est très avantageux, on prend le temps de le faire, et le foie gras notamment. Où est-ce qu'on achète le foie, Vincent? Alors, le foie gras, faut pas trop rêver, sauf à habiter en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, et dans des grosses régions progressistes. Soit dit, on fait du foie gras partout. Hein, aujourd'hui, on en trouve en Bretagne, on en trouve dans les Hauts-de-France, on en trouve en Alsace, évidemment. Mais ce qu'on appelle le foie gras papier, hein, celui qui est vendu frais, non pas sous vide, est assez rare. À l'unité, est assez rare, il faut aller chez le producteur. Autrement, si on achète dans des enseignes spécialisées, c'est souvent sous vide, on va privilégier l'IGP Sud-Ouest, hein, qui va nous permettre d'avoir au moins un foie gras. C'est une garantie minimum. Ben oui, IGP on va dire. Sud-Ouest. Voilà, déjà, ça veut dire que c'est un foie à peu près correct. Ensuite, si on a la chance de pouvoir le toucher à température, c'est comme du mastic. Je sais pas si les gens se servent encore de mastic pour leur carreau de fenêtre. Faut appuyer avec le doigt. Faut appuyer avec le doigt, ça doit revenir, ça doit être souple, mais pas rester marqué. Voilà, ça si le trou du doigt reste jusqu'au fond, suspicion. On est mal barré. Mais si ça se reforme, c'est plutôt bon signe. Parce qu'un foie gras, c'est le juste équilibre entre la chair et le gras. Et si on enfonce trop, ça veut dire qu'il y a trop de gras, il va le perdre dans la cuisson et ce sera pas bon. Bon, j'ai mon foie frais, déballé, sur la table. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, on parle de foie de canard, hein, parce que le foie d'oie, c'est encore plus particulier. Mais le foie de canard, c'est la majorité. D'abord, on a deux lobes, un petit et un gros. On va les séparer. D'abord, on laisse à température de la pièce. Très important. Parce que si on le sort froid du frigo... On peut pas le manipuler. On peut rien en faire. Donc, on va le laisser 2 heures reprendre sa température, la température de la pièce. On va l'ouvrir sur le dessous. C'est-à-dire, on va séparer les deux lobes. Et il faut évener. Alors, moi, je me bats comme un beau diable contre le terme d'énervé, qui est souvent utilisé par les bouchers, les charcutiers. Alors, on a dit parce que nerf, c'est à peu près tout ce qui n'était pas consommable dans la viande. Bien avant, sûr, hein. bien sûr. Alors, c'est souvent des tissus conjonctifs, des aponévroses, et là, pour le foie, c'est des vaisseaux sanguins, artères et veines. Donc, on va évener, on va tirer. C'est un produit naturel, c'est normal. C'est normal, et on retire ces veines parce que c'est pas très agréable quand on découpe son foie. Ensuite, on va l'assaisonner. Alors, Pauline Bartouille nous disait tout à l'heure, sel et poivre. Oui, quand on a un foie gras optimal de qualité supérieure, c'est bien. Je ne dédaigne pas un petit peu d'eau de vie, Armagnac ou Cognac. D'accord. On va dire 2 centilitres pour un foie. Dans la cuisson ou sur la pièce? On l'a ouvert, on l'a un peu étalé, on l'a évené. On l'arrose avec une giclée de cognac, d'armagnac. Un peu de Porto éventuellement. Éventuellement. On peut mettre les deux d'ailleurs. On peut mettre les deux mélangés, bien sûr. Si on met le cognac ou l'armagnac, une eau de vie puissante, on va laisser l'alcool s'évaporer avant de mettre le Porto. Voilà, ça va permettre. Et on aura la synthèse des deux effets. Et on aura juste l'arôme, mais pas l'alcool. Ensuite, on va le laisser 2 heures pour qu'il perde son alcool, justement. C'est le poivre. C'est le poivre. On le laisse 2 heures. Et puis ensuite, moi, j'aime bien. Alors, on peut le faire en terrine, mais on n'a pas toujours la terrine. Ce que tout le monde a, en revanche, c'est du film alimentaire. Et on fait une ballotine. C'est très simple. Dans le film, dans le film en plastique. C'est très simple, Perico. Tu prends ton foie, tu le reconstitues un petit peu comme un boudin. Voilà. Tu vas recoller les deux lobes qui sont assaisonnés de l'intérieur. Une grosse quenelle, on va dire, une grosse quenelle. Et tu vas le rouler dans du film. Et en tenant par les bouts, on le roule. C'est comme un rouleau à pâtisserie bien serré. Et on recommence 3 fois. Comme si c'était un torchon, en fait. Exactement. Mais c'est une cuisson au torchon, sauf que la cuisson au torchon laisse s'échapper le gras. Et si on n'a pas un foie optimal... alors, le film alimentaire. Voilà. Transparent, et il garde tout à l'intérieur. Voilà. Et donc après, on va le rouler 3 fois, bien serré, et ensuite on va faire bouillir de l'eau. D'accord. Quand l'eau bout, on éteint et on met son foie. Comme ça. Dans l'eau bouillante, dans sa ballotine. Bouillante mais éteinte. Donc elle est frémissante en fait. Exactement. On l'a éteint. On va le laisser 10 minutes, un quart d'heure. Quand même. Et le film va pas s'abîmer. Pas du tout. Parce que c'est en dessous de 100 degrés et les films sont donnés pour beaucoup plus chaud que ça. Alors, ce qui est bien, c'est que on met soit un petit pois, soit 2-3 cuillères dessus pour que ça soit bien immergé complètement. Là, tu me donnes une recette du mi-cuit.
Voilà. C'est le mi-cuit. Donc il sera moelleux, tendre quand on va le Et légèrement rosé au cœur. Je suppose qu'on le mange pas tout de suite, Vincent. Non, on va le laisser 24 heures jusqu'à 2 jours au frigo pour que tous les arômes se communiquent à l'ensemble du foie. Et plus si affinité. Ah ben, Pas de mois évidemment, non, mais... Non, c'est du mi-cuit, il n'y a rien de grave jusqu'à 4-5 jours. 4-5 jours. Voilà. Tu me donnes une idée, tu le trempes dans de l'eau presque frémissante. Est-ce que je peux prendre le risque de le passer au micro-ondes, tout simplement? Alors, moi, je le fais dans un bocal. Oui, c'est ça. Effectivement, mais l'action du micro-ondes, il faut le comprendre, qui est absolument pas létale, enfin, je veux dire, en tout cas, qui n'est pas nocive pour la consommation, c'est d'agiter les molécules d'eau. Ce qui va se passer, c'est que ça va lui faire quand même beaucoup perdre son gras par rapport à une cuisson venant en convection de l'extérieur. Mais si je te pose la question, c'est que je l'ai goûté une fois chez un traiteur qui m'a fait goûter au micro-ondes. Ouais. J'ai fait l'essai. C'est très étonnant quand même. Ah, c'est bon, hein. Alors, c'est quoi? C'est 3 minutes, 4 minutes Oui, alors selon moi, le poids, je le mets... alors, ça dépend de la puissance du micro-ondes, et c'est bien le problème. Alors, à 600, par exemple... tu peux mettre 3 fois 1 minute. 3 fois 1 minute. Voilà, et ça va évidemment le cuire à cœur. C'est ça la différence avec la cuisson en ballotine. Ça sera cuit à cœur. Donc ça sera aussi coloré, enfin en tout cas aussi blanc à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors que moi, ce que j'aimais dans la ballotine, c'est qu'on va du gris clair jusqu'au rosé à cœur. Cuisson plus homogène. Et alors, il me l'a fait tremper tout de suite dans de l'eau glacée, par contre. Ah oui, toujours, pardon, j'avais oublié. Oui. Quand on sort la ballotine au bout de 12 minutes, on va dire, tout de suite eau glacée. Que ce soit eau chaude ou figronde. Ouais, il faut tout de suite arrêter. Glacé pour tout de suite que ça saisisse et que ça reste ferme. Voilà. Et après, on le laisse reposer, on a dit quelques jours, 2-3 jours au frigo. Oui, 2 jours, on sert ça un tout petit peu, alors en tranche bien entendu. Ah oui, pour lui-même. Oui, bien sûr. Une petite pincée de sel, on l'a bien assaisonné. Oui. J'ai pas donné la quantité, mais pour un foie de 500-550 grammes, il faut environ 10 à 12 grammes de sel et 3 grammes de poivre. Poivre noir. Combien peut coûter un foie frais aujourd'hui dans le marché? Bon, faut mettre quand même 40 euros du kilo, 40-50 euros du kilo. Oui, c'est-à-dire qu'un foie moyen, c'est autour de 25 euros, 550 grammes à peu près, oui. En tout cas, moins cher que si on va l'acheter chez un traiteur ou chez un producteur de luxe. On n'a pas payé la main d'œuvre. Alors il faut aussi faire bosser nos charcutiers traiteurs et nos restaurateurs. Mais là, pour le coup, c'est trop bête de pas le faire soi-même. Et en plus, ça fait partie des 2 produits sur lesquels on est jugé. Le foie gras maison et le gâteau au chocolat. Si on a la maîtrise de ces 2-là, d'abord vous êtes le héros de vos enfants et de vos copains, et ensuite vous pouvez briller pour pas cher. On va ouvrir 2-3 flacons, Vincent, avec toi. Si on va sur de la bulle et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un bon champagne, parce que le champagne bon marché, attention, on a de merveilleux créments en France, créments de Loire, créments d'Alsace. Alsace, Bourgogne. Blanquette de Limoux. Blanquette de Limoux, Clairette de Die. Clairette de Die, là je parle pour des territoires qui sont arrosés par Sud Radio, n'est-ce pas? Et qui sont arrosés par les bulles. Pour 12 ou 15 euros, on a des bouteilles formidables. Évidemment. Et sur le foie gras, un vin liquoreux, bien sûr le Sauterne, mais on a quoi? Des bons Basillac. Oui, puis moi, il y a un vin que j'aime beaucoup, c'est le Jurançon. Le Jurançon. Parce que le Jurançon, il y a une acidité du petit Mansin. Même quand c'est très liquoreux, il y a l'acidité. Et ça, on en a besoin sur le foie gras, notamment. Et on reste au sud de la Loire, dans des terroirs merveilleux, avec des paysages sublimes et des produits qui sont totalement succulents. Et d'ailleurs, je te signale qu'aussi en bordure de Loire, on a des liquoreux, des moelleux absolument extraordinaires. Vraiment, lui, à Bonzo. Voilà. Vous avez le Chaume, vous avez le choix. du Lion. Vincent, merci de m'avoir accompagné pour cette épreuve. Écoute, c'était un plaisir. J'allais dire sensoriel, ce spécial Sud Radio, la France dans tous ses états. Et on vous souhaite, Vincent, on leur souhaite un joyeux Noël, qui était aujourd'hui. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année et surtout, ne vous privez pas, ça ne sert à rien. Il sera toujours temps de se priver derrière. Et on se retrouve début 2026. Merci Vincent, à bientôt chers auditeurs.